Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, la ministre fédérale des Sports, Pascale Saint-Onge, présente sa réforme des fédérations sportives. L'Ordre des infirmières remplacera son examen en 2024. La Coalition Avenir Québec dépose et doit défendre sa hausse du salaire des députés. Et le réseau CNN est sous le feu des critiques pour son émission d'hier soir avec Donald Trump. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour, mais pourquoi? C'était informatif avec Donald Trump? On a appris beaucoup de choses. On a appris tant de choses. Hier, l'élection a été volée. On était sur les dossiers. C'est ça que j'ai aimé. Le contenu, les dossiers. Ouais, puis on a vu quel genre de candidat pourrait mener à nouveau les États-Unis. Un bon d'Amérique. programme, beaucoup exact. de contenu. Moi, j'ai appris hier qu'il n'a jamais perdu l'élection. Finalement, la dernière. C'est ça son il n'a programme. jamais perdu. Ben oui. C'est ça son programme. Son programme, c'est qu'il n'a pas perdu la dernière fois. C'est un bon programme, ça. Puis il aurait dû gagner tous ses procès aussi. Ils sont tous. Moi, tant que je retourne tous en arrangés contre politique, lui. mon programme, c'est que j'ai jamais perdu là, en 94-98. Ça va, si j'ai une chance. Mais imagine si tu te représentes en politique. Puis Je fais juste dire ça. Ouais, j'étais là, j'ai gagné dans le fond. Je me suis On fait revit la voler 5 DQ. fois. Ça Ça sera moins des choses que les gens. Ça sera moins des choses que les gens votent pour moi, mais je me suis fait voler 5 fois. Ouais, puis là, s'ils votent pas pour toi cette fois-ci, it's rigged. Bon, comment Voilà. nous Ben oui, on reviendra à Donald Trump dans quelques instants, Mario, mais j'adore le programme. J'ai hâte à la DQ 2. Ah, ça bon, va être génial. ouais. Changement. Pas d'autre chose dans le programme, juste ça. Juste, pas besoin Mais là, d'autre mais tu fais chose. ça, t'as pas besoin d'autre chose parce que si tu t'es fait voler, ça veut dire qu'à l'époque, t'avais un bon programme. Ben oui. Pourquoi en refaire un autre? Ben, t'as pas besoin de Mais non, l'actualiser. t'as ton été programme. volé, fait que tout ce qu'il faut, c'est corriger le vol. T'as plus besoin d'un Ben programme. exact, les gens avaient voté pour toi à la base, t'as pas besoin de le corriger. Puis tu sais ce qui sera encore mieux, Mario? Non, ça Ben, m'intéresse. tu devrais te mettre dans un Pas scandale. agresser sexuellement. Non, pas agresser sexuellement quelqu'un, mais Agresser mettons... sexuellement quelqu'un et frauder. Ben, frauder, mettons. Tu peux frauder la diffamation aussi. Diffamation, frauder, mets-toi là-dessus, puis perds tes procès, puis ça va t'emmener vers l'avant. Bon, allons-y. Trêve de bavardage, on y reviendra, ce cher Donald Trump, mais parlons tout d'abord de la ministre Pascale Saint-Onge, ministre fédérale des Sports, qui a dévoilé finalement aujourd'hui sa réforme qui vise à transformer la culture toxique qui a été révélée au grand jour dans toutes sortes de fédérations sportives. Il y a à peu près un an, on s'en souviendra, là, le réseau sportif TSN qui sortait cette histoire d'une jeune femme qui avait été alléguée d'avoir été violée par des joueurs d'équipe Canada junior au hockey. On s'en était saisi de cette affaire-là jusqu'au Parlement, ça avait fait énormément de bruit. Puis on s'était rendu compte finalement qu'il y avait des abus, des injustices, des histoires qui ressortaient, oui, du hockey, mais au soccer, en gymnastique, en escrime, en boxe, bref, dans toutes sortes de fédérations sportives au Canada. On dit, ça a popé dans plusieurs sports. Exact. Ça a déboulé très rapidement et donc en ce moment, là, c'est une enveloppe de 13 millions de dollars qui avait déjà été annoncée dans le budget d'avril dernier qui va être utilisée pour donner là, autour de 8 grands axes, plus de pouvoir aux athlètes, plus de diversité au sein des instances, mais surtout plus de reddition de comptes. On va mettre sur place, entre autres, une unité spéciale de vérification qui va être présente auprès de Sport Canada d'ici avril 2024 et vont s'assurer qu'on respecte le code de gouvernance du sport canadien qui va être mis en place. D'ailleurs, toutes les fédérations sportives vont avoir jusqu'en avril 2025 pour s'ajouter à ce code de gouvernance du sport. Sinon, il pourrait y avoir là, coupure complète du financement. Vraiment, on n'y va pas avec le dos de la cuillère du côté de Mme Saint-Onge. On laisse quand même beaucoup de temps. Là. Pour l'instant, il y a juste le tiers des fédérations sportives qui ont commencé à implanter un tel code, mais d'autres pourraient suivre, Mario, puis évidemment... Oui, mais il faut laisser le temps, que ça parce que quand on dit une fédération sportive, le mot le dit, t'as la fédération, bon, ils ont un bureau central, que ce soit à Ottawa, à Toronto ou ailleurs, mais après ça, la fédération, c'est que, tu sais, dans chaque province, puis après ça, dans chaque ville, puis en région, puis dans les grosses villes, dans les petites villes partout, tu sais, il y a des gens qui pratiquent le sport. Puis là, à ce niveau-là, souvent, ce sont des bénévoles qui s'en occupent. Fait que tu revires pas ça, c'est pas comme une compagnie que tu réunis les VP puis les directeurs, puis tu vires ça sur un 10 cents, là, 6 mois après, t'es rendu ailleurs. C'est une grosse organisation avec beaucoup de monde, donc tu veux amener les gens. Oui, tu veux faire le changement, mais tu veux amener tout le monde. Moi, à chaque fois que je vois ces annonces-là, je pense à la ministre Saint-Onge, je pense au jour de son assermentation. Quand Justin Trudeau l'a désigné, tu dis, bon, ministre des Sports, c'est un bon ministère pour... Elle était nouvelle, c'est un bon ministère pour se faire la main, puis... Ouais, puis elle a déjà fait des sports de compétition, elle aussi, Mme Saint-Onge. Oui, non, mais c'est juste qu'après ça, tu te dis, OK,
Elle, là, comme ministre des Sports, quel mandat. Elle a eu gérer une crise majeure, être dans l'actualité tous les jours. Ensuite de ça, elle a eu à gérer le dossier du financement, de couper les fonds à certaines fédérations, dont Hockey Canada, le sport le plus hot au Canada, le sport le plus chaud, Hockey Canada. Elle a eu à leur couper des fonds. Et après ça, elle a eu des réformes à faire complètes. Puis là, elle dépose aujourd'hui une tout nouveau système de financement du sport. Fait que tu dis, ouais, le jour où tu es nommé ministre des Sports, tu peux pas penser que tu vas avoir un mandat aussi important. Nouvelle de dernière heure, Mario, le PDG du réseau social de Twitter, Elon Musk, a annoncé qu'il va quitter son poste en juin. Il va quitter la tête de Twitter qu'il a acquis pour, on se souviendra, là, des milliards et des milliards de dollars. C'est une femme qui va le remplacer, mais son identité n'a pas été dévoilée encore. Il a tweeté aujourd'hui, heureux d'annoncer que j'ai trouvé une nouvelle... C'est Marjorie Taylor Greene. Ah, ça serait-tu tragique? tu me dis ça, Mario, t'as vu, mon souffle a été complètement coupé. Non, il va y avoir une nouvelle femme qui va occuper ses fonctions. Non, mais pas vrai, il peut pas faire juste des clowneries. Tu peux pas investir. Je comprends qu'il est riche, mais que tu investis 44 milliards. À un moment donné, il faut que tu rentabilises. Il faut que tu poses des gestes qui vont bâtir ça sur des bases pour espérer minimalement revoir un peu de ton argent. Ouais, ben là, Twitter, pour l'instant, ben c'est pas un projet qui est rentable pour M. Musk, loin de là, malgré les coupures, malgré toutes les annonces qu'il a fait, ben il est revenu sur la plupart des actions qu'il a entreprises. Là, on se souviendra le fameux fiasco là, du crochet bleu, là, la vérification pour 8$, ça a pas vraiment levé. Mais là, il l'a remis finalement. Ben il l'a mis, mais la majorité des célébrités, moi, des je l'ai gens... pas pris. Je te comprends, Mario. Ça ajoute pas je grand-chose. Sais pas si je le prendrais pas. Il va rester, je suis indécis. Il va rester dans l'entourage quand même de Twitter. Il va rester président exécutif et directeur technique. Donc, il va superviser, lui, les produits et les logiciels. C'est ce qu'il dit M. Musk. Mais ça va être une femme qui va devenir donc la PDG de Twitter. Bien hâte de savoir c'est qui. Puis Mario, j'espère sincèrement que c'est pas Marjorie Taylor Greene. Je pense pas qu'on lui donne les rênes de... Je regarde son quotient intellectuel. Je pense pas qu'on lui donne les rênes d'une entreprise de cette dimension-là. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. De retour dans les nouvelles québécoises, l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec va remplacer dès 2024 son examen d'admission. Cet examen controversé, on se souviendra là, qui s'était soldé en septembre dernier par un taux d'échec complètement disproportionné. On va le remplacer maintenant par un examen là, qui est utilisé dans les autres provinces canadiennes et aux États-Unis. On parle de l'examen NCLEX qui va être utilisé, qui a été mis en place par le National Council of State Boards of Nursing. Et donc, on va remplacer le format actuel où on pouvait prendre l'examen un maximum de 3 fois. Maintenant, ça va être autant de fois qu'on veut pour passer cet examen-là du côté des étudiants et étudiantes, mais c'est sur une période de 4 ans. Donc, pendant 4 ans, vous pouvez vous réessayer jusqu'à la limite vers la fin. On va changer aussi l'examen en tant que tel, là, tout ce qui est notes de passage et autres observations qui avaient été mis en recommandation par le commissaire André Gariepi, qui a été chargé d'enquêter parce qu'on se souviendra, là, c'est presque la moitié des étudiants en soins infirmiers qui passaient l'examen pour la première fois en septembre qui l'ont échoué. 48,6% de ceux-là avaient échoué. Puis ça a privé le réseau, là, selon les estimations, d'environ 500 étudiantes là, qui auraient pu se retrouver comme ça en poste d'infirmière à un moment où, Mario, on s'entend, il en manque. Des infirmières, il en manque. Il y a moi, je ne comprends pas que l'Ordre ne reconnaisse pas une sorte de tragédie double. D'abord, de démotivation de jeunes qui ont étudié, qui ont fait leurs années en sciences infirmières, en technique infirmière, en sciences infirmières, qui arrivent à l'examen de l'Ordre, là, passent pas. Donc là, il y a une tragédie personnelle. Après ça, il y a la tragédie collective d'une société qui a besoin d'infirmières, mais d'urgence, là. Et que là, tout à coup, il y a une espèce de goulot d'étranglement parce que les infirmières, ça arrive pas, parce qu'elles sont retenues, parce qu'elles peuvent pas passer l'examen de l'Ordre. Donc, si on est convaincu, mais là je dis convaincu, que là on a une cohorte faible, que là on protège le public en permettant pas à ces gens aux compétences insuffisantes de pratiquer comme infirmière, bon là, OK, là, comme on dit, quand il faut protéger le public. Mais là, quand tu regardes le rapport qui a été fait cette semaine par le commissaire à l'accès aux professions, il dit... En parlant de mauvaises questions, en parlant de notes de passage dépassées, mauvais examen, c'est pas normal que tant de gens aient coulé. Là, tu te dis, attends un peu, là, il est en train de se passer quelque chose de grave qui fait des victimes individuelles et qui fait une victime collective, là, le système de santé, et ceux qui veulent en bénéficier, qui doivent en bénéficier. Donc, c'est...
Moi, j'ai eu la conférence là ce matin, on irait vers l'examen américain. J'avoue que je reste sur mon appétit là, pour ce qui est de la gestion de ce dossier-là par l'ordre. Le gouvernement a déposé aujourd'hui ici au Québec son projet de loi pour augmenter le salaire des élus d'au moins 30 000 $. Déposé, oui, mais également le défendre parce que c'est un projet de loi quand même qui vient augmenter significativement la rémunération des élus. Là, on passe de 101 000 $ et des poussières par année à 131 000 $ du côté là, des députés. Mais en plus de tout ça, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de fonctions là, parlementaires qui donnent un bonus de salaire. Par exemple, si vous êtes le président du caucus au gouvernement, ben, le salaire est majoré de 25 %. Si vous êtes premier ministre, c'est une prime de 105 % qui est mise sur votre salaire. Mais là, le pourcentage va s'appliquer au nouveau salaire de base. Donc, on va augmenter la rémunération totale de cette manière-là. Et donc, c'est beaucoup d'argent, Mario. Certes, il faut suivre l'inflation, mais il y a quand même toujours... Mais là, ça dépasse, ouais. Mais là, oui, il y a le rattrapage de l'inflation, mais ça dépasse ça. C'est une espèce de reconnaissance que les députés étaient insuffisamment payés. Puis on veut en attirer des nouveaux, bon, c'est ce qu'on dit. Oui, pour attirer de bons candidats. Ça, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'allaient pas en politique parce qu'ils n'ont pas les moyens ou parce que c'est pas assez payant. Donc, ils perdaient des candidats. Ça, c'est vrai. Moi, mon seul problème, c'est que c'est comme si on fait quelque chose à moitié. Parce qu'on remonte à un rapport d'il y a 10 ans d'une ex-juge à la Cour suprême, Claire Lheureux-Dubé, qui avait eu un mandat avec un groupe de travail, mais là, un gros mandat cette fois-là, de tout revoir la rémunération des députés. Puis elle avait fait un rapport d'ensemble, puis elle avait dit, c'est vrai, les députés, quand tu regardes l'ensemble de la fonction publique, sont pas assez payés. Mais elle avait proposé, d'abord, que les députés ne décident plus de leur propre salaire, que ce soit un comité indépendant, oui, qu'on les augmente, mais à travers le comité indépendant, mais en augmentant leur salaire, qu'on augmente aussi leur cotisation à leur fonds de pension. Oui. Parce que leur fonds de pension est assez généreux. René Lévesque le gouvernement de René Lévesque a fait même un nettoyage là-dedans. C'est plus ce que ça a déjà été le fonds de pension, mais c'est encore généreux. Mais elle avait dit, ce genre de fonds de pension-là, le député devrait y contribuer davantage. Devrait hausser sa propre contribution. Donc, tout un ensemble. Mais là, c'est comme si 10 ans après, on dit, on crée un autre groupe de travail, mais là, on lui donne un mandat très, très restreint. Juste le salaire. Et là, le comité arrive, puis il dit, nous, comme la juge Claire Lheureux-Dubé, on propose une hausse de 30 %. Oui. Mais là, tout le reste qui venait avec, c'était plus dans le mandat c'était pas dans le mandat du nouveau groupe de travail. Donc, on fait juste augmenter le salaire, on touche pas à l'ensemble des autres points. Puis, souvent, tu vas essayer de faire ça sur une fin de mandat. Oui, là, ils le font vraiment presque au début. Début du mandat, donc là, applicable tout de suite. Donc, tout l'argument de recruter des meilleurs candidats, il s'applique moins. Parce que si c'était vraiment de recruter là-dessus, le Québec solidaire, je comprends qu'ils sont opportunistes. Québec solidaire marque des points faciles en disant, nous autres, on est contre ça, aussi le salaire. Oui, qui sont mal à l'aise. Oui, on voit qu'ils marquent des points politiques faciles, mais ils ont quand même raison sur une chose très clairement. C'est quand ils disent, OK, si le but, c'est de recruter des meilleurs candidats, votons la loi applicable au prochain mandat. Donc, quand on va recruter des candidats à la prochaine élection, on pourra leur dire, voici la future rémunération. Tout savoir en 24 minutes. Toujours en politique québécoise, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, a annoncé aujourd'hui un compte d'aide d'urgence pour un appui financier qui pourrait atteindre jusqu'à 100 millions de dollars pour aider les agriculteurs de la relève et ceux qui ont des fermes en difficulté financière en ce moment. Donc, une bouée de sauvetage qu'on envoie jusqu'à 50 000 $ de prêts pour être octroyés à ces fermes, à ces entreprises, donc qui pourraient prendre cet argent-là sans avoir à rembourser le capital ou les intérêts pendant 3 ans. Aide d'urgence qui était demandée parce que récemment, il y a eu des sondages qui ont été faits auprès de l'Union des producteurs agricoles. On disait qu'une ferme sur 10 en ce moment envisage de mettre la clé sous la porte parce qu'ils sont plus capables avec l'inflation de répondre à leurs obligations financières. L'inflation, mais c'est parce que dans l'inflation, il y a les taux d'intérêt. Moi, j'ai vu l'annonce, c'est bon, là. C'est sûr, c'est un programme de sauvetage. Le problème, c'est que c'est un nouveau prêt. Oui. Et souvent, si les taux d'intérêt rebaissent significativement en 3 ans, peut-être que tu peux consolider ce prêt-là avec tes autres prêts, un taux d'intérêt moindre plus tard, puis t'en sortir. Mais c'est des entreprises surendettées qui n'ont pas eu le choix de s'endetter. Dans certains cas, là, avec l'environnement, avec les changements environnementaux, c'est complètement fou ce qu'on demande aux fermes de transformer ceci, changer leur façon de faire, changer leur procédure, changer les bords de rivière. Mais tout ça, c'est les fermes, c'est les entreprises qui payent. Et là,
ils sont surendettés et se retrouvent avec des taux d'intérêt qui, dans la même année, le passent de 1% à 6%. Oui, puis les coûts de production aussi qui augmentent au travers de tout ça. C'est vrai qu'il y a eu de l'inflation. Le prix des terres aussi coûte de plus en plus cher. Bon, le prix des terres, ça, c'est un autre problème. Mais ça, ouais. Mais le prix des terres s'est rendu tellement élevé que si t'as pas déjà une terre, tu peux même plus. Un jeune ne peut plus se partir. Là. On présume d'agriculteurs qui ont déjà leur terre. Alors, tout ça pour dire que là, tu les endettes encore plus. Tu dis, ben, regarde, on te sauve la peau là, avec un prêt. Puis là, on te réclame pas d'intérêt puis de capital pour tout de suite, c'est correct. Mais t'es quand même t'es plus endetté. Là. Tu viens de te réendetter. Ah, c'est ça. On éteint un feu. On pense pas qu'on peut dire qu'on règle un problème. On éteint un feu. Histoire extraordinaire qui nous parvient du Saguenay, un adolescent de 17 ans qui est devenu millionnaire. Comment? En trouvant une carte de collection de Formule 1. Semble-t-il, ça fait 2 ans que cette carte-là a été ouverte du côté du jeune Jean-Nicolas Gagnon. Mais là, c'est officiel et surtout, ça a été beaucoup médiatisé grâce à une télé-réalité sur Netflix. Il y a à peu près 2 ans, 11 juillet 2021, le jeune homme achète un paquet là, de cartes de Formule 1, une édition limitée, à peu près 50 $, ouvre le paquet et trouve à l'intérieur carte du champion de Formule 1, Lewis Hamilton, autographiée. Problème, qui était, semble-t-il, rare et recherché à ce moment-là. C'est la carte la plus rare qu'on pouvait trouver dans cet ensemble-là. Puis dès qu'il publie sur les médias sociaux là, une photo de cette carte-là, mais il commence à recevoir des dizaines d'offres de collectionneurs qui veulent l'acheter. Et il y a même quelqu'un qui l'approche, un producteur d'une télé-réalité de collectionneurs sur Netflix. Ça s'appelle King of Collectibles de Golden Touch. Et eux ont approché le jeune et son père qui se sont rendus jusqu'à Philadelphie pour prendre part à l'émission. Et c'est sur place qu'il a rencontré un entrepreneur américain, Armandon Gutiérrez, qui lui a offert au-dessus $1 million pour sa carte. C'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Même dans à 17 ans, pour une carte, un paquet de cartes que tu as payé 50$. Oui, c'est beaucoup d'argent. Puis ça donne envie, Mario, là, je dois t'avouer, de retourner chez mes parents puis de faire un petit classement de toutes les cartes que je possède. T'as-tu ça, des cartes de quoi? De baseball, j'ai de hockey? J'ai des cartes de hockey un peu, mais ça, je pense que ça vaut pas si cher. Moi, j'ai des cartes du jeu Magic de Gathering, qui est un vieux... Ça me dit rien. C'est un jeu de cartes à jouer là, qui a au-dessus de 20 en bon état, ans. parce que moi, mettons des cartes de hockey, j'ai tout jeté ça quand je suis parti chez mes parents. Mais... Écoute, on avait joué avec, on se les échangeait, c'était magané. Je suis convaincu que ça vaut plus rien là, une fois que c'est tout froissé. Oui, puis c'est ça qui est important. C'est parce qu'il y a des gens, des professionnels dans le milieu des collections pour les cartes qui vont regarder tout ça, le mettre dans un petit truc en plastique ou en vitre. Puis là, ils lui donnent une note. Puis 10 étant la note parfaite, mais même quelque chose qui sort du paquet, Mario, des fois, là, tout neuf, ça vaut un 9,5 à peu près. Parce que. Elle est jamais assez parfaite. Elle est jamais assez parfaite. Il y a un défaut, l'imprimerie a mal calibré. C'est pas. Il y a toujours quelque chose à trouver sur des cartes, mais quand même, ça prouve qu'il y en a comme ça, quand on les trouve, qui peuvent valoir une petite fortune. Donc, je vais retourner, moi aussi, c'est le genre d'histoire là, presque de chasse au trésor. $1 million vraiment pour une carte. Puis ça s'envole là, dans toutes sortes de jeux. J'ai des cartes Pokémon, je pense, que j'ai chez moi. Puis il y en a, première édition, là, qui valent des centaines de milliers de dollars. Donc, c'est toujours intéressant de voir ces histoires-là de gens qui ont chez eux. Est-ce qu'il a été payé en surplus pour participer à cette émission-là? Sûrement. Mais sûrement. C'est une bonne question, Mario. En tout cas, à 17 ans, c'est quand même un beau coussin financier à avoir, ça. $1 million avec une carte comme ça. Ça fait le bonheur d'un collectionneur, mais ça fait le bonheur aussi d'un jeune homme. Si vous avez des cartes chez vous, là, puis que vous allez faire un petit... allez donc jeter un petit coup d'œil. Tout d'un coup, vous pourriez avoir un trésor chez vous. Le prof du séminaire Saint-François, Dave Alex Berthold, a été condamné à une peine de 3 ans de prison pour l'heure. C'est cet homme, Marion se souviendra, drôle d'histoire dans lesquelles il envoyait là, ses organes génitaux à des étudiants, des adolescents de l'établissement scolaire où il travaillait comme prof de sciences, mais aussi comme entraîneur de football. On va envoyer ses organes à 6 jeunes, mais lui argumentait que c'était pas d'intérêt sexuel du tout d'envoyer ses parties génitales et d'en demander en retour pour des mineurs. À des fins de comparaison parce qu'il est complexé. À des fins de comparaison parce qu'il était complexé. Et finalement, la juge, plutôt dans ce cas-ci, Annie Trudel, n'a pas retenu cette histoire-là en disant qu'il n'y avait pas d'intérêt sexuel. Dave Alex Berthold qui avait, lui, fait toute une histoire où il expliquait qu'il s'était ramassé dans un voyage en Thaïlande, qu'il avait été victime d'extorsion, que des policiers l'avaient battu, ridiculisé sur la tête de son pénis, comme quoi ça servait à rien. Puis par la suite, que c'était un désir de comparer avec des jeunes mineurs qui le poussaient à faire ça. Ça n'a pas été retenu finalement. Donc, il écope de 3 ans de pénitencier. Mais c'est parce que même si tout le reste de l'histoire était vrai,
Je veux dire, je sais pas comment tu peux arriver à la conclusion que c'est une bonne idée comme personne en autorité, enseignant. Tu peux écrire pénis sur Google aussi puis aller comparer. Là. Tu n'es Ouais. pas obligé de demander aux jeunes de ton école où tu travailles. C'est un peu ça. C'est ça, des jeunes de ton école, t'es enseignant, je veux dire, peu importe la raison que tu vas évoquer ou inventer, mais peu importe la raison que tu vas te sortir, je sais pas comment tu penses qu'un juge va dire « Ah, OK, c'est pour ça, là. C'était pas T'as demandé des photos sexuelles de tes jeunes de ton école, mais c'est pour... C'est comme s'il y avait une raison qui va faire que là, ben, c'est ça, c'est pas grave. Je sais pas, là, t'es en autorité, t'es prof, c'est évident que peu importe le motif, on écoute à peine, là, ça limite, c'est un facteur atténuant, peut-être pour la peine, je sais pas si c'est un motif qui fait trop pitié, mais c'est sûr que c'est un geste inacceptable et contraire au code criminel, il me semble que c'était évident, là. Économie. Le ministère de l'Économie a reçu un plan de relance pour sauver Medicago. Et comme ça avait déjà été annoncé là, à la fin du mois d'avril par le maire de Québec, là, qui avait confirmé à nos collègues du journal que ça n'allait pas être un repreneur unique là, pour les installations de Medicago qui allait reprendre, mais plutôt on voulait créer un pôle d'innovation. Mais c'est ce qu'on va faire. Le Centre de recherche du CHU de Québec Université Laval et l'Institut national d'optique de l'Université Laval, Québec International également, qui veulent se mettre ensemble donc pour reprendre là, les infrastructures de l'entreprise qui se situe à Beauport. Ça faisait déjà un moment que le ministre Fitzgibbon se débattait dans le gouvernement pour être capable de reprendre cette entreprise-là depuis que Mitsubishi est parti. Ouais, mais c'est un échec quand même. Je veux dire, ce qu'il cherchait, c'était un entrepreneur privé, là. Oui. C'est trois organisations. Ben, c'est des belles organisations puis des grosses organisations. Mais je dis pas qu'ils peuvent pas en faire quelque chose d'utile. Mais c'est quand même des organisations publiques là, avec de l'argent gouvernemental qui reprennent ça. Là. C'est sûr que c'est pas ce que Pierre Fitzgibbon voulait au départ. Là. Sûr. Le Monde. On en a parlé tout à l'heure, Mario, mais c'était toute une soirée hier à CNN, le Town Hall avec Donald Trump qui revenait pour une première apparition là, comme ça à la télévision câblée, a pu répondre à des questions du public, mais surtout a fait complètement dérailler une entrevue qui virait vraiment en spectacle. On a entendu M. Trump rire de sa victime d'agression sexuelle pour laquelle il a été condamné la avec veille. Le public. Avec le qui public. Riait aussi, qui c'est riait drôle, une en agression arrière. sexuelle. Il s'est même permis, Mario, on va l'écouter, il s'est même permis d'insulter l'animatrice. On écoute ça. I would like for you to answer the question. Okay, it's very simple to answer. That's why I asked it. It's very simple to. You're a nasty person, I'll tell you. You are a nasty person. Vous êtes une mauvaise personne. C'est vraiment à l'image de la soirée, répéter mensonge sur mensonge sur mensonge. Et aujourd'hui, ben c'est CNN là, qui en paie les frais d'avoir voulu attirer comme ça un auditoire. Là. Ils sont soit CNN se font conspuer à certains endroits, ridiculiser à d'autres, mais moi, je demeure convaincu. C'est triste, l'histoire de CNN. CNN ont été sur le dos là, anti-Donald Trump pendant toute la période où il était candidat à l'investiture républicaine, puis ensuite la présidentielle, à parler contre lui, mais à parler que de lui. Oui. À parler contre lui là, de 6 h du matin à 11 h le soir. Oui. Tous les jours. Incluant la Sans fin de cesse. semaine. Sans cesse. Et leurs codes d'écoute, durant cette période-là, ont monté, ont été parmi leurs meilleurs. En mars dernier, je voyais un article de la fin mars, là, il y a 2 mois. CNN a perdu 61 % de ses codes d'écoute. C'est une gigantesque. Catastrophe. Et donc, je demeure convaincu qu'hier soir, ils ont fait ce show-là essentiellement pour des raisons de code d'écoute. Ils ont dit, parce que nous, on veut être juste avec tout le monde, avec tous les partis, avec tous les côtés. Non. Ils voulaient faire un show pour faire parler d'eux autres. Et bon, l'animatrice a fait son possible. Qu'est-ce que tu veux faire avec Trump? Moi, je l'ai trouvé quand même correct. Mais pour moi, le scandale, c'est le public. Là. Comment on est tombé sur un public? Trump est apparu sur scène, tout le monde l'applaudissait. Tout le monde avait l'air de son bord. C'est pas vrai que si tu prends un groupe de citoyens au hasard au New Hampshire ou même un groupe de citoyens là, avec un penchant républicain, tu vas en trouver qui n'aiment pas Trump, qui vont lui poser des questions difficiles, etc. Là, c'était complaisant au possible. T'as un public, incluant plein de femmes, là, qui rit lorsqu'on dit, là, lorsqu'on parle, vous avez été condamné par un jury pour agression sexuelle, ça rit dans la foule. Mais c'était surréel, Mario. Vraiment, là, comme moment de télévision, absolument surréel. Cirque. Un cirque. Puis Donald Trump nous a habitués vraiment là, à des
à toutes sortes de phrases comme celle-là, mais de le voir comme ça, à heure de grande écoute, à CNN, sur un plateau, dire autant de mensonges, surtout, comme tu le dis, de voir une foule hilare devant ces niaiseries, ben vraiment, c'était quelque chose à voir hier. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. Tout savoir en 24 minutes.